Staline n'était pas russe. Il était né en 1879 en Géorgie, alors une province de l'Empire tsariste. Plusieurs siècles d'invasion et d'occupation avaient jeté le peuple géorgien dans un nationalisme intransigeant. Le vrai nom de Staline était Joseph Djougashvili. Plus tard, il se surnomma lui-même Staline, c'est-à-dire l'homme d'acier. Sa ville natale Gori se trouve au pied des montagnes du Caucase. Elle comptait à l'époque 8 à 9 000 habitants. Sa statue domine encore la Grand Place. Les tentatives de la déplacer se sont heurtées à de fortes résistances locales. Sa maison, protégée par une voûte grandiose construite dans les années 30, attire de nombreux visiteurs. Elle a encore des admirateurs passionnés. Staline était, est et restera le défenseur des travailleurs. Sans lui, nous aurions perdu la guerre. Il était un grand génie, un grand chef et le successeur de Lénine. À 14 ans, sa mère envoya Joseph commencer des études de théologie à Tiflis, capitale de la Géorgie. Elle espérait en faire un prêtre. L'enseignement au séminaire était entièrement professé en russe. Il y régnait une discipline de fer. Les idées révolutionnaires y rencontraient beaucoup de succès parmi les étudiants. Joseph Djougashvili se procure des livres interdits. Il lit en secret Darwin, Karl Marx et les premiers pamphlets de Lénine. Ses écrits confortent sa méfiance envers l'autorité et excitent son ambition. À 19 ans, il quitte le séminaire et devient révolutionnaire. Dans ces années-là, un grand nombre de jeunes géorgiens, spécialement à Tiflis, étaient attirés par le radicalisme. Le marxisme était à la mode. Les uns approuvaient les marxistes modérés, d'autres adoptaient la ligne dure de cette nouvelle doctrine. Staline faisait partie du second groupe, le plus extrémiste. C'est à cette époque qu'il devint lui-même marxiste. Je ne pense pas que cette option était incompatible avec son attachement à la Géorgie, car de nombreux Géorgiens étaient devenus marxistes, ce qui n'avait pas fait d'eux des anti-Géorgies. Mais en 1926, il ne plaisait pas à tout le monde. De même, un quart de siècle auparavant, il avait encore eu la désapprobation de quelques marxistes géorgiens. Il le trouvait trop assoiffé de pouvoir et désordonné. Il partit alors pour soulever les travailleurs de Batoumi. En 1902, Staline épousa Yekaterina Svanidze, qui mourut jeune. À son enterrement, Staline confia à un ami que Yekaterina avait adouci son cœur de pierre et qu'avec elle étaient morts ses derniers sentiments pour les hommes. À Batoumi, Staline entra dans le monde secret des imprimeries révolutionnaires clandestines. Inévitablement, la police tsariste le prit. Arrêté en 1902, il fut emprisonné. Cette première incarcération devait être suivie de beaucoup d'autres. Désigné dans les fichiers de la police comme un conspirateur actif à prendre très au sérieux, il fut aussi concerné par plusieurs attaques de banques, pratique courante parmi les révolutionnaires caucasiens pour trouver des fonds. Mais des soupçons plus graves pèsent sur Staline, comme celui d'avoir parfois renseigné la police secrète tsariste, l'Okhrana. Plusieurs incidents semblent prouver que Staline entretenait des relations particulières avec l'Okhrana, notamment lorsqu'il voulait se venger de quelqu'un. Il livrait parfois des gens, mais il ne travaillait pas systématiquement pour la police tsariste. Le doute et la méfiance l'accompagnèrent dans son exil sibérien. Ses relations avec les autres révolutionnaires déportés n'étaient pas faciles. Il le respectait, mais fuyait son amitié. Il le trouvait réservé et fier. Staline réussit à s'enfuir en 1904, traversant plus de 3500 km pour revenir en Géorgie. Il recommencera 5 fois cet exploit. L'anéantissement du tsarisme l'obsédait. Lénine tenait la clé de cet objectif. Il était alors proscrit et vivait en exil en Europe. Il maîtrisait la théorie et savait la traduire dans la pratique avec une vision précise de l'organisation révolutionnaire à mettre en place. Cette organisation était le parti bolchevique. Afin de monter dans sa hiérarchie, Staline voyagea pour assister illégalement aux conférences organisées en Europe. Lénine fut impressionné par cette attitude et le coopta au comité central. Staline retourna en Russie
il était l'un des 4 responsables chargés des activités du parti. L'objectif principal des bolcheviks était les ouvriers des usines. Nous étions opprimés. Nous pouvions voir ceux qui vivaient bien, ceux qui vivaient mal et ceux qui étaient terriblement pauvres. Il y avait un fossé énorme entre les pauvres et les autres, sans parler des capitalistes. La vie des ouvriers était caractérisée par des heures sans fin et les bas salaires. S'ils transgressaient les règlements, ils étaient mis à l'amende, ou pire. Pour la plus petite faute, on nous frappait les oreilles, ou on nous donnait des coups de pied, ou quelque chose de ce genre. Les conditions de vie étaient épouvantables. Nous voulions le changement, mais nous ne savions pas comment. Lénine réalisa que le travail des bolcheviks consistait à canaliser le mécontentement des ouvriers pour les amener à la révolution. Les mesures de la droite et les circonstances les pousseraient dans leurs bras. En 1914, la Russie plongea dans la guerre. L'armée russe était mal conduite et pauvrement équipée. En 1917, les morts, les blessés et les disparus se comptaient par millions. Le moral était au plus bas et entraînait des vagues de désertion. Il y avait de graves problèmes d'approvisionnement, la majorité des soldats étant des paysans qui ne cultivaient plus la terre. Ils ne voulaient rien de plus que de retourner chez eux et avoir le droit de posséder la terre sur laquelle ils travaillaient. Février 1917. Petrograd, la capitale de l'Empire, est en proie aux manifestations et aux grèves. Des régiments se mutinent. Nicolas II abdique. Le pouvoir appartient maintenant au gouvernement provisoire. Staline arriva à Petrograd le 12 mars, précédant Lénine et les autres chefs bolcheviks. Il prit rapidement le contrôle de la Pravda, le journal du parti. Il était son propre maître, n'hésitant pas à émettre ses propres règles, même si elles risquaient de faire naître un conflit avec Lénine. Ilya Shkapa retourna en Russie en avril. Il décida alors de rejoindre les bolcheviks. Je fus convaincu que cet homme était celui qui conduirait le pays à la victoire et mettrait fin à la guerre. Mon père était sur le front et je désirais de toutes mes forces qu'il soit épargné et qu'il revienne à la maison. Et Lénine proclamait « Longue vie à la paix, longue vie à la révolution socialiste ». Lénine prend à bras-le-corps la propagande bolchevique. Ses mots d'ordre sont la paix, le pain, la terre aux paysans. Le pouvoir doit passer par les soviets ou les conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats. À la fin du mois d'octobre 1917, les bolcheviks prennent le pouvoir sans véritable effusion de sang. Staline est mis en vedette comme éditeur de la Pravda et adjoint de Lénine. Son opposition d'origine à la révolution n'a pas de conséquences. Il fait même partie des 7 membres qui constituent le premier bureau politique créé pour diriger la politique du parti. Afin de conforter son pouvoir, Lénine passe un accord avec les paysans, qui représentent 80% de la population. Ils acceptent de le soutenir en échange d'une participation au gouvernement et de la promulgation d'un nouveau décret répartissant équitablement les terres. L'espoir est grand. Les prisonniers politiques sont libérés, la peine de mort est abolie. La police secrète du tsar est supprimée, la liberté de la presse est proclamée, la démocratie semble devenir une réalité. En mars 1918, le gouvernement alla s'installer à Moscou. Lénine fit sortir la Russie de la guerre mondiale et expulsa les représentants des paysans du gouvernement. La Russie était désormais un pays dominé par un parti unique. Les bolcheviks furent contraints de se défendre contre tous. Ils étaient à la fois attaqués par les Blancs, les partisans de l'ancien régime, par les puissances occidentales qui envoyaient des troupes pour les combattre, leurs nouveaux adversaires et leurs anciens amis. Cette situation avait un nom, la guerre civile. Léon Trotsky était le commandant en chef de l'armée. Tout comme Lénine, il avait parfaitement compris la division du pouvoir sortie de la Révolution et était le créateur de l'armée rouge. Pendant la guerre civile, le commandement bolchevique se partagea entre Staline et Trotsky. Staline, l'un des bras droits de Lénine, occupait dans le gouvernement les fonctions de commissaire du peuple aux nationalités. Il était impatient de se trouver un rôle militaire pour contrer son rival Trotsky.
Cette période est connue sous le nom de communisme de guerre, avec un contrôle strict et centralisé des pouvoirs et des ressources. Les problèmes et les oppositions étaient réglés avec la plus grande sévérité. Ce fut la chance que saisit Staline pour étendre son autorité. En mai 1918, Staline reçut la direction du ravitaillement dans le sud de la Russie. Il gagna Tsaritsyn sur la Volga, objet de violentes attaques des Blancs. Georgi Stouroy, son vieux compagnon de Tiflis, arrivait alors apportant des vivres d'Astrakhan à Bakou. Staline l'arrêta et lui confisqua ses vivres. Mon père dit à Staline, « Joseph, tu sais que Bakou crève de famine? Ce sont mes amis. » Et Staline lui répondit, « Si Bakou tombe, les soviets survivront, alors que si c'est Tsaritsyn, le pouvoir des soviets sera anéanti. » Et pourtant, il savait que Bakou était vraiment dans une situation désespérée. Mais cela ne signifiait rien pour lui. Et bien entendu, il n'attachait aucune importance au fait de fusiller 1, 2, 10 ou 12 généraux, des vieux généraux, des généraux blancs, ou même ses vieux camarades, à partir du moment où ils étaient contre lui. Nadejda Liloyeva travaillait au secrétariat de Lénine. Staline l'épousa en 1919. Sa mère se plaignit une fois auprès de Lénine du caractère de son gendre. Lénine lui répondit, ce sont ses propres paroles. Vous savez, Olga Evgenievna, c'est un Asiate. Un Asiate. Et les Asiates sont des gens cruels. La cruauté était en effet à l'ordre du jour. Les troupes occidentales exécutaient les bolcheviks. En août 1918, il y eut un attentat visant Lénine lui-même et un coup manqué à Moscou. Lénine répondit par la terreur rouge. Il télégraphia à Staline d'être sans pitié pour leurs ennemis. Staline répondit « Notre main ne tremblera pas ». Quelques semaines après le début de la Révolution, on forma la Tchéka, le nouveau service de sécurité de l'État. Staline faisait partie du comité chargé de superviser ses activités. Lénine rétablit la censure de la presse et la peine de mort. Il orienta l'action de la Tchéka contre les ennemis de la Révolution et proclama « L'État est un outil de coercition, nous voulons organiser la violence au nom des intérêts des travailleurs ». L'État réquisitionnait le blé et les récoltes ne purent avoir lieu pendant plusieurs années successives. La situation, jointe à la famine, força les paysans à quitter leur village. Les gens me demandaient à moi, communiste, « Qu'est-ce que tu as de commun avec ces pillards ? Regarde comment ils traitent les paysans. Ils pillent nos boutiques jusqu'au dernier grain de blé. Nous crevons de faim. » Je me souviens de ce que m'a dit mon voisin. Si vous continuez, on se soulèvera contre vous. Les paysans se soulevèrent effectivement, et on en tua encore plus. Le pays entier était au bord de la catastrophe. Cela obligea Lénine à reconsidérer les choses. Les paysans restaient la clé du problème. Pour les inciter à produire librement, il aurait fallu rétablir l'économie et prendre des mesures capitalistiques. Lénine décida que ni le pays ni le parti n'avaient le choix. La nouvelle politique économique était née. En 1922, Lénine approuve la nomination de Staline aux fonctions de secrétaire général du parti. C'est l'un des tournants de sa carrière. Staline devint secrétaire général du vivant de Lénine. Mais ce n'était pas encore le poste tout-puissant qu'il a obtenu par la suite. Il était juste secrétaire général. Les autres acceptèrent sa candidature car personne ne le prenait au sérieux. On le considérait comme un personnage falot qui ne présentait pas de danger. Certains soupçonnèrent Staline d'avoir brigué le poste pour être plus puissant que Trotsky. En 1922, ce dernier était peut-être en effet le plus proche collaborateur de Lénine et Lénine était malade. L'attitude de Staline vis-à-vis de Trotsky se durcira par la suite. Lénine avait une autre tâche à confier à Staline. Les bolcheviks n'étaient pas parvenus à donner une structure politique satisfaisante aux petits pays comme la Géorgie. Depuis le début de la Révolution, celle-ci vivait de manière presque indépendante.
En 1922, Lénine y envoya Staline, avec mission de ramener diplomatiquement le pays dans la bergerie. Mais Staline avait laissé derrière lui la Géorgie de son enfance. Avec son ami géorgien Ordzhonikidze, ils se considérèrent comme des conquérants purement russes et arrivèrent sur place avec des désirs de vengeance. Ils avaient surtout pour mission de préparer l'invasion et l'annexion de la Géorgie par l'armée rouge. Ils en parlaient avec insistance depuis longtemps. Ils étaient à l'origine de cette affaire et Lénine, finalement, leur avait confié. Lorsqu'ils arrivèrent en Géorgie, la répression commença. À la fin de 1922, Lénine, de plus en plus affaibli à la suite d'une congestion cérébrale, fut informé des violences exercées sur les nationalistes géorgiens. Il commença alors à avoir des doutes graves sur Staline, qu'il supportait depuis si longtemps et qu'il avait mené si haut. Durant la guerre civile, l'homme avait été puissant, brutal, sans scrupules, ce qui n'était pas particulièrement étonnant dans une telle période. Trotsky, bien plus tard, caractérisa Staline comme le chef d'état-major de Lénine. C'était un petit peu plus que cela, mais ce n'était pas faux. Sa rudesse était parfaitement appropriée à cette période atroce. La paix revenue et la nouvelle politique économique commençant à émerger, Lénine pensa justement qu'il fallait aller de l'avant. Et il se heurta à des problèmes comme celui des nationalismes. Il réalisa alors que pour le temps de paix, ce genre de type ne convenait pas. Il résolut de s'en séparer. Limité dans son pouvoir de changer les choses, Lénine confia ses craintes à un écrit qui devint une partie de son testament politique. Staline, écrivit-il, possède une autorité sans limite. Je ne suis pas sûr qu'il soit toujours capable d'user de cette autorité à bon escient. Il est trop brutal, ce qui est un défaut inadmissible chez un secrétaire général du parti. Il faudrait trouver un moyen d'ôter ce poste à Staline. Lénine se tourna vers Trotsky pour former un bloc contre Staline. Il lui demanda de lancer une attaque contre celui-ci lors du prochain 12e congrès du parti. Mais les deux secrétaires de Lénine, la Fotiyava et la Voloditcheva, communiquèrent à Staline son testament secret et l'informèrent de l'appel à Trotsky. Staline arriva donc parfaitement préparé au congrès de 1923. C'était le premier congrès sans Lénine, trop malade pour pouvoir y assister. Une occasion majeure de stopper l'ascension de Staline était ainsi perdue. Et puis, le 21 janvier 1923, Lénine mourut. Cette perte dépassa de très loin le seul parti. À Moscou, qui comptait plusieurs millions d'habitants, on eut l'impression que personne n'était resté à la maison. Toute la population faisait la queue pour voir le corps de Lénine. C'était une douleur authentique. La douleur de tout un peuple. Cette douleur s'accompagnait d'une grande angoisse. De quoi allait être fait l'avenir? Qui allait diriger la Russie? Derrière la salle des colonnes, il y avait une petite pièce où les gens pleuraient en silence. Naturellement, il était difficile de prévoir ce qui allait se passer maintenant que Lénine était mort. Et maintenant, je me rends compte que nous avions perdu quelque chose. Dans son testament, Lénine avait paru vouloir opter pour un gouvernement collégial. Il avait confié ce testament à sa femme Nadezhda Krupskaya afin qu'elle l'ouvre après sa mort. Staline avait lu ce testament et connaissait en particulier le conseil qu'avait émis Lénine visant à l'éloigner. Il avait eu le temps de mettre au point sa stratégie. Le culte de Lénine commença aussitôt. Il n'avait pas laissé d'instructions concernant les dispositions funéraires. Staline fut l'un de ceux qui suggérèrent d'embaumer le corps. Le parti le suivit. L'image conservée du leader mort serait comme un phare pour le peuple
malgré l'avis contraire de sa veuve. Nadezhda Krupskaya ne souhaitait pas que Lénine devienne un objet de culte. Lui-même n'aimait pas les cérémonies pompeuses. Il n'aurait pas voulu qu'on le traite de cette manière. L'opinion de la famille n'avait aucune importance, seul comptaient les volontés du parti. Staline vit immédiatement quel bénéfice il pourrait retirer du culte de Lénine pour sa propre ascension vers le pouvoir. Dès son premier discours suivant la mort de Lénine, Staline se positionna lui-même comme un successeur éventuel. Il y a un objectif politique dans les liens que Staline tisse avec Lénine et avec ses positions politiques, dans la manière de les qualifier léninistes plutôt que stalinistes, de ne jamais utiliser ce mot, staliniste. En fait, il faisait exactement ce que ses rivaux faisaient de leur côté. Chacun présentait son projet comme venant de Lénine et du léninisme, en précisant simplement que son plan réussirait mieux que celui des autres. Staline était maintenant le plus jeune de la direction collégiale du parti. Les deux doyens étaient de vieux compagnons de Lénine, Grigori Sinoïev et Lev Kamenev. Lev Trotsky s'éloignait du sommet alors que le jeune et populaire théoricien du parti, Nikolaï Boukharine, continuait à grimper. Mais avant de pouvoir gravir la hiérarchie bolchevique, Staline devait d'abord faire connaître la véritable bombe que constituait la volonté de Lénine de le voir évincé de son poste de secrétaire général. La veuve de Lénine tenait le testament prêt à être ouvert devant le 13e congrès du parti. En fait, il fut lu à haute voix devant le comité central, avant l'ouverture du congrès lui-même, par Zinoviev, en présence de Boris Bajanov, l'un des secrétaires de Staline, qui se souvient de cette séance. Camarades, vous savez que nous sommes réunis pour exécuter la volonté de Lénine, et nous allons le faire. Mais nous sommes heureux de dire que ces craintes au sujet de notre secrétaire général était sans fondement. Durant ces derniers mois, il a travaillé sans aucune difficulté avec le comité central. Mais chacun savait que cela était faux et que la lutte avec Trotsky pour le pouvoir avait été féroce. Et chacun baissait les yeux, mal à l'aise. Staline était assis au bord de la tribune, regardant par la fenêtre, si bien que personne ne pouvait voir son expression. Moi, je pus la voir très nettement. Son destin était en jeu. Garderait-il le pouvoir ou non? Il restait silencieux tout en regardant dehors. Puis vint le moment de voter et la majorité le reconduisit dans ses fonctions de secrétaire général. Il n'y eut pas de débat. Le discours fit son effet. Staline survécut grâce à un accord conclu avec Zinoviev à gauche et avec Kamenev à droite. Ils avaient accepté de le soutenir en échange de l'aide de Staline pour combattre Trotsky. Trotsky était un brillant orateur. Staline ne put jamais le surpasser dans ce domaine. Mais en faisant mine de représenter l'opinion de Lénine, Staline trouvait peu à peu un auditoire et convainquait les gens. Avtorkhanov fut l'un de ses premiers disciples. Trotsky était avant tout un rhétoricien. Boukharine, un théoricien. Zinoviev, un propagandiste de petite envergure. Staline, lui, maniait les concepts, la logique, les arguments convaincants. Mais il ne livrait à personne ses idées intimes. C'était là son secret. Les méthodes de Staline étaient insidieuses. Dans les années 20, le parti grandit et en même temps son emprise sur le pays. En contrôlant l'appareil du parti, Staline acquiert progressivement un pouvoir de plus en plus important sur ses rivaux. Il met en place un vaste réseau de membres du parti avec lesquels il peut à tout moment communiquer par téléphone. En tant que secrétaire général, il mit en place des gens à lui
qui ne sont rien d'autre que ce qu'ils représentent. Secrétaires régionaux du parti ou autres, mais qui étaient ses fidèles, ses obligés. Plus tard, il les mettra en prison. Mais à l'époque, il s'arrangea pour avoir un cercle de gens qui avaient confiance en lui, persuadés que lui, Staline, suivait la ligne du parti. Elisaveta Tchonkina travaillait dans une usine de chaussures à Leningrad. Elle entra au parti en 1925. Bien sûr, nous avions confiance en Staline. Nous pensions qu'il était le seul homme qui pouvait mener notre pays sur le bon chemin. Notre pays était isolé depuis la Révolution. Nous voyions bien que nous étions environnés d'ennemis. Nous devions renforcer notre patrie dans chaque voie possible.